je suis là pour vous présenter le deuxième panel et je serai accompagné de 3 panélistes. Et ce panel va porter sur l'impact de la météorologie en Afrique, quels ont été les résultats et les défis réalisés. Donc, pour ce fait, comme je l'annonçais, Monsieur Ndiaye Ibrahima, est-ce qu'il est connecté? Monsieur Ouma, Monsieur Kanana? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Présent. D'accord. Vous pouvez activer vos vidéos. Monsieur Bega, vous pouvez couper votre vidéo. Maintenant, les 3 panélistes vont activer leur vidéo pour qu'on puisse mieux les connaître. Monsieur Kanana, Monsieur Ouma, Monsieur Ndiaye. Présent. Oui, Monsieur Ouattara, je suis là. Présent. On vous écoute. Je ne vois pas Monsieur Ndiaye. Oui, je suis la là. vidéo de Monsieur Ndiaye. D'accord. Donc maintenant, je suis avec mes 3 panélistes. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au thème. Comme je le disais, le thème du jour, le deuxième thème, c'est l'impact de la météorologie en Afrique, résultats et défis. Et pour ce faire, je serai accompagné de Monsieur Ndiaye Ibrahima, qui est ingénieur en QHSE, aussi météorologue instrumentiste, physicien de mesure, et il est le directeur général de Météosilab, qui est une entreprise spécialisée en météorologie au Sénégal. Ensuite, on aura M. Kanana Doubo, qui est ingénieur en génie des systèmes électriques et électroniques, instrumentiste, météorologue et manager QHSE. Il est responsable des opérations et chargé d'affaires à Batideco SA. Il est originaire du Mali. Et enfin, on aura le 3e panéliste qui est M. Omar Oka. Il est expert en organisation industrielle, en lean management, QHSE. Il est météorologue et il est président de l'entreprise Deming Training Center et cabinet spécialisé en système de management qualité, et il est originaire du Maroc. Donc, voici présenté mes 3 panélistes du jour, et nous aurons des thèmes qui seront axés sur l'impact de la météorologie sur le commerce international, l'amélioration de la qualité et la sécurité des produits et services, et enfin l'impact sur la recherche et le développement. Donc, si mes 3 panélistes sont prêts, on pourra commencer les échanges. Et ma première question va à l'endroit de M. Ndiaye. Et M. Ndiaye, c'est vrai que la météorologie, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la science des mesures et des applications, et elle joue un rôle crucial dans le commerce international. Pour mieux comprendre ces points, j'aimerais savoir comment la météorologie a aidé les Africains à lever les obstacles des transactions commerciales. Donnez-nous des exemples d'un pays africain qui a pu améliorer sa compétitivité économique grâce à la météorologie. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour la question. Donc, j'en profite pour saluer l'assistance et aussi mes chers météorologues panélistes. Donc, par rapport à votre question qui tourne sur la météorologie, comment la météorologie participe avec les transactions commerciales, comme vous l'avez défini tout à l'heure, étant la science des mesures et de ses applications, elle joue un rôle fondamental dans la facilitation du commerce international, tout en garantissant la précision, l'uniformité et la conformité des transactions commerciales à l'échelle mondiale, en s'assurant que les biens échangés respectent tout à fait les normes communes. Et en outre, nous pouvons dire que la météorologie influence directement les transactions commerciales en garantissant l'exactitude et la fiabilité des mesures des produits échangés. Les transactions internationales impliquent souvent des mesures spécifiques dont on peut citer le poids, les dimensions et le volume et d'autres grandeurs qu'on peut citer. Et si aujourd'hui ces mesures sont mal effectuées, et cela peut entraîner des conflits ou des retards au niveau des échanges. Et ce dernier offre un cadre de référence uniforme en s'assurant que les mêmes unités de mesure sont utilisées. Aujourd'hui, si tous les pays utilisent les mêmes unités de mesure du système international d'unité, qui est d'ailleurs plus utilisé,
Donc, cela va nous permettre également de valider la conformité des produits aux normes internationales et cela aussi va faciliter leur acceptation dans différents pays, différents marchés. Et l'exemple que nous avons donné, l'exemple d'un pays africain que nous avons donné, que nous allons donner, et qui a amélioré sa compétitivité au niveau de l'économie grâce à la métrologie. On peut donner l'exemple de l'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui est un exemple grâce à son organisation nationale de métrologie. L'Afrique du Sud a renforcé la traçabilité des mesures et l'étalonnage des instruments de mesure dans plusieurs secteurs d'activité, où on peut citer les mines, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine pharmaceutique et d'autres domaines. Et cela a permis à l'Afrique du Sud d'améliorer la qualité des produits sud-africains. Et sur les marchés aussi internationaux, et d'attirer les investissements et de signer des accords commerciaux plus solides grâce à la conformité aux normes internationales, les normes ISO et les normes OIML. Merci beaucoup, M. Ahmed. Merci bien, M. Ndiaye. Je pense que grâce à cette intervention, on a pu comprendre que certains pays ont pu lever certains obstacles au niveau du commerce international grâce à la métrologie. Et cependant, il y a une question qui me revient à chaque fois. En Europe, on a le signe E qui est mentionné si des préemballés afin de montrer que ces pays font des contrôles métrologiques sur leurs produits. Mais en Afrique, on n'a pas de code là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un défi pour les Africains. Et ça me revient à poser la question à M. Kanana. Comment aujourd'hui on arrive à relever ce défi en Afrique afin de s'assurer du contrôle qualité des processus de fabrication? Alors, permettez-moi d'abord de saluer l'honneur qui me soit aujourd'hui quand même, de me retrouver parmi vous en tant que panéliste pour la commémoration de cette date historique de la métrologie. Mes salutations aux modérateurs et modératrices, aux copanélistes, à l'assistance et à toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Alors, quant à la question qui m'est posée sur les produits préemballés dans les processus de fabrication, bien qu'encore freinée par des défis structurels en Afrique, la métrologie constitue une composante essentielle des infrastructures qualité et contribue de manière significative à structurer les économies informelles et surtout à sécuriser les échanges commerciaux, y compris les transfrontaliers. Alors, en Afrique, l'absence d'un système harmonisé de type e-marque européen sur les produits préemballés pose un réel défi en matière de transparence et de confiance des consommateurs. Le principal défi est, entre autres, la mise en place d'un système robuste de contrôle qualité basé sur une méthodologie réglementaire efficace permettant de garantir que les quantités et les caractéristiques annoncées sur les produits correspondent exactement à la réalité. Cela nécessite ou passe forcément par le renforcement des politiques publiques de soutien à la méthodologie. Et secondo, la promotion des formations spécialisées et la sensibilisation des industriels, surtout en Afrique. Et ensuite, l'harmonisation des systèmes nationaux avec les standards internationaux. Et enfin, la favorisation de la coopération régionale, notamment à travers des centres d'excellence partagés. Alors ça, ce sont quelques éléments de réponse liés au contrôle qualité dans les processus de fabrication ici en Afrique. Merci. D'accord. Et est-ce qu'à ce niveau, vous avez des informations subtiles avec les organisations de normalisation ou de certification et qui veulent aboutir vraiment à ce code? Parce que je pense qu'il est beaucoup important pour le contrôle qualité des processus de fabrication. Et est-ce que vous avez une information là-dessus? Ah oui, tout à fait. Surtout ici au Mali, il y a eu quelques avancées quand même dans le cadre de la méthodologie, tel qu'il y a eu le renforcement de l'agence malienne de la méthodologie, et une campagne régulière de sensibilisation sur les marchés à propos des balances pour une étiquité des échanges commerciaux. Merci bien pour cette réponse.
Et Monsieur Oumar, vous qui êtes spécialisé dans le domaine de la qualité, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de recherche et développement, vous pensez que la métrologie joue un rôle essentiel? Et si oui, quelles ont été les avancées que vous pouvez démontrer au niveau de l'Afrique? Oui, bonjour tout le monde. Je vous remercie, Monsieur Ouattara. Je vous remercie tout le comité d'organisation, toutes les personnes présentes et aussi mes chers collègues intervenants. Donc, effectivement, la métrologie et les recherches et développement, il y a une relation, une forte relation, voire même une relation cruciale. Je vais essayer de résumer la réponse à votre question sur 5 points. Le premier point, c'est la fiabilité des résultats. Donc, quand on dit recherche et développement, forcément, on se base sur un historique, on se base sur des données, on se base sur des analyses, on se base sur des statistiques. Et en absence des mesures précises qui vont garantir que les données soient fiables et reproductibles, on ne peut pas assurer un processus de recherche et développement efficace. Donc, la métrologie permet, d'une manière rigoureuse, de valider des hypothèses expérimentales, parce que vous imaginez, de la recherche-développement, on ne parle pas. Il y a des recherches-développement beaucoup plus faciles. Produire un silo, ce n'est pas la même chose si vous produisez une voiture, si vous produisez un avion. Donc, vous n'allez pas produire une voiture pour découvrir que votre disque d'embrayage ou votre câblage ou votre système d'intelligence embarqué ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, on se base sur des hypothèses. Et ces hypothèses se basent sur la validation d'un système de mesure. On ne parle pas uniquement équipement, mais on parle aussi des gens qui interagissent avec ces systèmes. Je donne un exemple, dans le secteur automobile, par exemple, il y a ce qu'on appelle les MSA, la fameuse norme MSA ou le standard manuel MSA, et on valide quasiment un système à travers de la répétabilité, de la reproductibilité, non seulement un équipement, mais aussi les êtres vivants, les êtres humains qui réagissent avec ces équipements. Donc, encore une fois, la métrologie, donc, ça devient une base indispensable pour toute recherche scientifique. Donc, quand je dis recherche scientifique, j'ai parlé de l'automobile, il y a aussi la pharmaceutique, il y a l'agroalimentaire, etc., etc. Deuxième point, c'est l'importance de la métrologie en matière de la qualité de ce qu'on appelle le prototypage des produits. Aujourd'hui, il y a des normes dans chaque secteur qui, pour lancer un projet ou industrialiser un produit, vous devez forcément passer par des prototypes. D'ailleurs, les normes ISO, que ce soit ISO 9001 ou IATF ou d'autres normes, donc on parle de la recherche, conception et développement, et dans lequel on trouve des règles, des standards, des exigences qui permettent de valider des paramètres, de valider des paramètres critiques de la conception, de la recherche et développement. Ceci permet, à travers ces prototypes, de livrer des prototypes ou des échantillons là où il y a moins d'erreurs possibles, à travers les essais, à travers la modélisation. Et bien évidemment, permet aussi de faire la prédiction dans l'avenir à travers ces modélisations basées sur des résultats métrologiques, d'optimiser la performance en amont. On ne va pas attendre aujourd'hui la performance et la concurrence ne permet pas d'attendre de sortir un produit à la fin pour dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est performant. Le client exige un niveau de performance et la métrologie est là pour modéliser, pour standardiser en amont et cibler ce niveau de performance souhaité par le client. Troisième point, c'est l'accélération du développement, du cycle du développement. Aujourd'hui, tout le monde a une exigence rapide. On voit qui sort tout le temps. Il y a de la répétition, il y a de la concurrence, il y a même de l'espionnage industriel. Et aujourd'hui, nous avons besoin des données. Tout à l'heure, dans le premier panel, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement l'IA ou les Big Data Analysis auront besoin du métrologue, effectivement, pour modéliser, pour rapidement sortir le nouveau modèle qui va sortir dans quelques semaines, quelques mois, quelques jours. Et on a besoin des données précises pour pouvoir le faire. Donc, cette maîtrise de la métrologie va permettre un ajustement très rapide et ciblé et un gain de temps et en efficacité par rapport à ce qu'on cherche à mettre en place. Le quatrième point, c'est la reconnaissance internationale. Quand on dit métrologie, encore une fois, j'apprécie l'intervention de notre collègue dans le premier panel, c'est que aujourd'hui, le mètre, le kilogramme, l'ampère, ce que vous voulez comme grandeur à mesurer, qu'il soit en Guinée, au Maroc, au Sénégal ou à Francfort, on parle de la même chose. Sauf que il faut bien qu'on parle de la même chose, parce que si on parle de la même chose, est-ce que la perception, est-ce que la méthode est la même. Donc, on parle de la fiabilité et de la standardisation, on parle des ISO, on parle des différentes normes qui vont permettre
de comparer le comparable et de comparer des résultats d'un pays à un autre et de permettre non seulement une comparaison entre les différents pays à travers des business et à travers des lancements des produits de par exemple, mais donc une fiabilité. Quand je produis un produit au Tchad, au Maroc, au Sénégal ou au Sud-Afrique, eh ben, il a la même fiabilité et du coup, il a la même reconnaissance mondiale et une fiabilité mondiale. Dernier point, et le cinquième point, c'est le soutien de la métrologie à l'innovation. Donc, la métrologie permet, à travers ces données, des mesures que je parlais tout à l'heure, d'aider à travers ce qu'on appelle les RETEX, les Return of Experiences, de retourner avec des expériences basées sur des données, encore une fois, qui vont simuler l'innovation, qui vont permettre la mise en place, pourquoi pas même des nouvelles outils, des nouvelles méthodes pour accélérer encore une fois la performance industrielle ou l'industrialisation, j'ose dire, dans notre pays ou nos pays africains, notre continent africain. Donc, pour résumer, la métrologie, c'est comme si, on va imaginer le caméraman, on voit le film, tout le monde se focus sur le monsieur, on va dire le star ou la star dans un film, tout le monde voit l'action quand on saute du 10e étage ou 15e étage ou d'une grande montagne, mais on ne voit pas malheureusement l'homme discret derrière qui a pu avec excellence prendre et filmer cette action de la dame ou de monsieur qui sort depuis le 10e étage. Donc, je le caricature, si vous voulez, une métaphore que le métrologue, c'est l'homme, c'est le pilier discret qui est essentiel pour le produit technologique, pour le progrès technologique et aussi pour toute démarche de recherche et développement. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci bien, M. Oumar. Vous avez bien répondu, mais je compte rester avec vous puisque ce que vous dites est très intéressant. Moi, en tant que métrologue, quand je commençais la métrologie, en France, il y avait le prototype de la masse qui était comme la référence internationale. Et aujourd'hui, grâce au BIPM, on a des références qui sont liées à des unités de mesure. Parlant de la recherche proprement dite, est-ce que nos organisations en Afrique aujourd'hui arrivent à développer des étalons nationaux basés sur les réalités de nos conditions environnementales en Afrique? Est-ce que vous avez connaissance de ça, vous qui êtes au Maroc? Est-ce que le Maroc a des recherches dans ce sens afin de développer des prototypes adaptés aux conditions environnementales du Maroc? Oui, effectivement, j'ose dire, si j'ai bien compris votre question, vous souhaitez que je parle un petit peu de modèle africain, les réussites africaines, c'est ça, en termes de métrologie? Exactement, c'est ça. D'accord. Les réussites africaines en termes de métrologie, on a plusieurs, quoique, pour rester pragmatique, elles restent modestes. Il y en a plusieurs pays qui ont devancé, qui ont pris le pilier, ce sont des leaders en Afrique. Je me permets de les citer modestement par ordre, on va dire, de priorité, sans avoir vraiment des arrière-pensées d'un pays à un autre. Il y a l'Afrique du Sud, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qui sont le leader africain à travers des références continentales, continentales en métrologie, de la recherche scientifique. Ils ont pu développer des référents internationaux plus de 100 grandeurs et avec des collaborations internationales avec l'industrie. Eh bien, on connaît très bien le Sud-Afrique sur le continent, ils sont leaders en termes économiques, en termes industriels. Deuxième, et je le dis modestement, je dis le Maroc, je parle du cas du Maroc qui a ce qu'on appelle laboratoire métrologie, LP2E, des mesures d'unité, et qui a développé aussi la métrologie légale localement, sans pour autant pouvoir avoir un référentiel, on va dire un manuel national ou un référentiel national. Ça, il y a d'autres pays qui nous ont devancé. Mais je reviens sur votre question par rapport à l'expérience marocaine. Aujourd'hui, le Maroc, il est le leader africain en matière d'industrie automobile. Et on voit bien que quand il y a de l'industrialisation, derrière toute industrialisation, conception, développement, recherche et développement, il y a toujours la fonction métrologie. Ce qui a beaucoup aidé le pays à travers cette expérience automotive, c'est l'exigence des OEM, ce qu'on appelle les industriels, les fabricants automobiles, qui sont venus avec des normes. Je fais référence à la norme IATF, International Automotive Task Force, et là, il y a des exigences quasiment spécifiques par client qui ont permis d'adopter certains manuels, des références internationales, pour
pouvoir adopter la fonction métrologie, pour pouvoir travailler avec des laboratoires accrédités, pour pouvoir implémenter plusieurs laboratoires métrologiques et de voir un renforcement grâce aux coopérations du Maroc avec l'Union européenne. Troisième pays, j'ose dire, c'est le Sénégal. Création d'un centre national de la métrologie au Sénégal. Il y a la coopération avec ce qu'on appelle le BTP allemand. C'est une grande coopération entre le Sénégal et l'Allemagne, et aussi l'application de la métrologie, spécialement dans la partie de santé, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Donc, ce sont des success stories en termes d'Afrique. Il y a le Kenya qui a programmé des accréditations de laboratoires de sécurité alimentaire. Ils ont amélioré certaines normes en conformité avec les exigences de l'Union européenne et de réduction des rejets aux frontières européennes. Encore une fois, on voit que c'est l'Europe qui tire. Pourquoi? Par force d'exigence client. Parce que quand vous avez un client, vous faites de l'export essentiellement, vous allez vous retrouver que vous êtes dans un autre niveau. Malheureusement, quand vous faites uniquement la production locale, c'est là où il y a la faiblesse. C'est là où il y a on va en parler peut-être d'une manière ultérieure, mais je termine d'abord sans oublier notre dernier cas, c'est la Tunisie. La Tunisie qui a pu développer la TUNED, référence nationale pour la métrologie dans l'étalonnage industriel. Ils ont mis plusieurs laboratoires primaires dans plusieurs domaines, la température, l'électricité, et aussi tout le processus d'accréditation des laboratoires de contrôle selon les normes ISO 17025. Donc, pour résumer, il y a des success stories, il y a des initiatives, mais encore une fois, je suis pour rester pragmatique, ça reste timide parce que notre cher continent africain, il y a beaucoup de pays, il n'y a pas que ces 4 ou 5 pays. C'est des pays leaders dans la matière, mais encore une fois, là où il y a l'exigence, là où il y a de la clientèle, et quand je dis de la clientèle, c'est l'autre bout de le continent, c'est principalement l'Europe qui tire. On trouve qu'en face, il y a des exigences qui font la levée on va dire, de niveau de la performance de la fonction métrologique. Merci beaucoup. Merci bien, M. Oumar. C'est très enrichissant. Ça nous permet de voir un peu les avancées en termes de métrologie en Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de défis. Le monde a beaucoup de défis. Et avec l'avancée du changement climatique, comment la métrologie peut-elle assurer la sécurité des produits alimentaires et autres denrées de première nécessité des pays africains? Et j'aimerais que M. Kanana puisse nous en dire plus là-dessus. Alors, nous ne sommes pas sans savoir que le changement climatique influence directement les conditions de conservation, de transformation et de transport des produits alimentaires et des denrées sensibles, surtout. La météorologie joue un rôle stratégique pour garantir la sécurité de ces produits, tout en mesurant la précision, la température, l'humidité, et ensuite et plein d'autres paramètres critiques dans la chaîne de valeur, dans la chaîne logistique, en assurant également le calibrage fiable des équipements tels que les réfrigérateurs, les capteurs, on va dire, et les balances qui sont utilisés dans la chaîne de valeur, en appuyant ensuite la mise en œuvre des systèmes d'alerte et de suivi pour éviter les risques de contamination ou de dégradation des produits. Alors, c'est ainsi seulement que la météorologie deviendra un outil incontournable pour renforcer la résilience, non seulement la résilience, mais aussi des systèmes alimentaires africains face au changement climatique. Merci. Merci bien, M. Kanana. Et M. Ndiaye, vous qui êtes directeur de Métrosilab au Sénégal, certes, les normes sont d'application internationale, mais pensez-vous qu'elles sont adaptées aux réalités africaines? Aujourd'hui, nos organisations ou bien nos organismes nationaux de normalisation arrivent-elles à produire des normes spécifiques sur la métrologie de certains produits afin de faciliter la libre circulation des biens? Je prends l'exemple des hydrocarbures qui sont transportés et entre un pays à l'autre, on a des pertes énormes. Pensez-vous qu'on a des normes aujourd'hui qui permettent de répondre à ces besoins au niveau industriel et bien d'autres? Merci, M. Ouattara, donc, pour cette question très pertinente. Donc, à mon avis, je pense que la métrologie est indispensable aux normes et réglementations parce que les normes sont souvent définies en termes de mesures précises. Donc, on peut donner l'exemple des dimensions, des produits, la qualité, la sécurité, et dépend de métrologie fiable pour être appliquée correctement. Et ça, un système de mesures connu
la métrologie, la certification des produits, autant pour moi, la conformité des emballages et la surveillance de la qualité des biens serait impeccable. Et en plus, pour répondre directement à votre question, les normes internationales, on peut citer celles de ISO, on peut citer aussi les API pour les Américains et les normes OIML, sont utilisées pour harmoniser les échanges. Mais elles ne sont pas toujours adaptées aux réalités africaines, notamment à ce qui concerne les secteurs de l'environnement, les infrastructures et aussi les usages locaux. Et bon, présentement, il y a certains pays africains qui ont commencé à développer des normes spécifiques. Par exemple, dans le cadre de la zone de libre-échange centrale africaine, il y a plusieurs pays qui sont en train de collaborer via l'organisation africaine de normalisation pour adapter des normes à des besoins raisonnables. Et sur ce aussi, par rapport aux pertes, je pense que présentement, avec le Sénégal, nous sommes pays exploitateurs, on a commencé à exploiter notre pétrole et notre gaz. Et là-bas, il y a toujours des conflits entre toujours des problèmes pour vraiment sur les pertes de volume. Et le transport d'hydrocarbures, donc pour donner un exemple vraiment très précis, souvent des pertes de volume dues à des conditions climatiques ou à l'évaporation par rapport aussi à la température, parce que ce sont des produits qui se dilatent, autant pour moi. Et certains pays, comme le Nigeria et le Ghana, développent des protocoles métrologiques spécifiques pour le transport et la distribution du carburant, afin de limiter les pertes et garantir le transport, les transparences et la transaction entre pays. Donc, je pense que j'ai répondu. C'est à la fois 3 questions. Je pense que j'ai pu répondre les 3 questions en même temps. Oui, merci bien, M. Ndiaye. Vous avez bien répondu avec des exemples palpables. Et on reste toujours dans les défis en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'IA, le développement durable, la numérisation et j'en passe. Pensez-vous que nos pays africains ont des défis dans la recherche et le développement technologique, M. Ouma? Et comment la métrologie pourrait-elle aider à lever ces obstacles? Oui, je suis là. Merci beaucoup, merci pour votre question. Alors, effectivement, en parlant des défis, moi, je préfère, avant de parler des défis, mettre en face quelque chose qui est hyper important, qui sont les enjeux. Quels sont les enjeux aujourd'hui de l'Afrique, de notre cher continent africain? Les enjeux sont énormes. On voit très bien qu'aujourd'hui, presque tous les pays, toutes les puissances mondiales s'orientent vers l'Afrique. L'Afrique constitue une grande richesse pour le développement économique, notamment de l'Europe, parce qu'on comprend très bien aujourd'hui l'Europe connaît une saturation. Et aujourd'hui, les enjeux sont au niveau de l'Afrique. Donc, quand je dis les enjeux, aujourd'hui, au-delà du fait que la France, qui est le partenaire historique de l'Afrique, il y en a d'autres qui s'intéressent. On voit qu'il y a de la Chine, qu'il y a de la Russie, il y a des Américains qui s'intéressent. Donc, là, il y a vraiment un enjeu, des enjeux. Et ces enjeux, ils mettent notre continent devant des défis. Quels sont ces défis? Alors, principal défi, vous avez tous parlé de l'intelligence artificielle. Moi, avant de parler de l'intelligence artificielle, dans notre pays, je parlerai de l'industrialisation croissante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de business qui arrivent, qui est déjà arrivé, qui arrive, qui va encore arriver. Ça s'est confirmé pour notre continent, différents pays, ça dépend du pays. Après, la répartition risque d'être déséquilibrée, mais de toute façon, ça arrive en Afrique. Donc, cette industrialisation, il serait certainement accompagnée par l'émergence rapide de l'intelligence artificielle. Il y a des objets connectés, il y a de la robotisation. Donc, on a besoin, il y a aussi les exigences en matière de développement durable. Il y a des normes. Aujourd'hui, il y a des normes qui sont apparues ISO. Si vous n'êtes pas, par exemple,
que vous ne maîtrisez pas le développement durable, vous ne maîtrisez pas le système anti-corruption, vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses, vous ne pouvez pas faire du business avec certains pays, avec certains partenaires. C'est une obligation. Donc, encore une fois, il y a des défis d'énergie, d'agriculture, de climat, comme vous avez dit tout à l'heure, et la numérisation. Ça, c'est très important. Je ne vais pas dire plus personne en Europe ou dans les autres continents travaille avec les papiers, mais aujourd'hui, on connaît très, très bien, même dans notre continent, tout le monde commence à utiliser son smartphone, à envoyer des invitations, des inscriptions, des certifications, des certificats d'étalonnage, etc., de l'éducation, du e-learning. Tout ça sont des défis qui confrontent notre cher continent. Maintenant, devant ces défis, il y a des obstacles. Et des obstacles, il y a des difficultés. Alors, quels sont les obstacles? Moi, je sais que le premier obstacle, c'est la formation. Aujourd'hui, il y a une faible formation et développement des compétences non seulement techniques. Parce que tout le monde, quand on parle d'un domaine, tout le monde se focalise sur les compétences techniques, mais on oublie d'autres compétences en matière de management. Quand on va faire du business avec un Européen ou un Américain ou un Chinois, on n'a pas besoin uniquement d'avoir des compétences techniques, là où je parle de métrologie. On a besoin de connaître des compétences en matière d'analyse de risque, des compétences en matière de gestion de projet, des compétences en matière, et je lis, la liste elle est trop longue parce que même dès qu'on parle de l'intelligence artificielle, il y a un tas de compétences qui apparaissent en face. Il y a un problème au niveau de développement de nos laboratoires et aussi de toute la partie recherche et développement liée à la métrologie. Les statistiques montrent qu'il y a moins d'1% du PIB qui est consacré pour la recherche et développement dans la majorité des pays africains. Et ça, c'est pas du tout bon. On ne peut pas progresser. On ne peut pas faire un job ou un business win-win entre deux pays si on est en décalage, parce qu'on n'a pas accès à toutes ces technologies. On est consommateur de ces technologies. Et du coup, ça nous met en difficulté, ça nous met en posture basse. Ça veut dire que là, on est en train de consommer aujourd'hui et on continuera si on ne développe pas des compétences. On a des compétences aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a encore un autre obstacle, c'est qu'il y a des fuites des compétences, des cerveaux vers les autres continents. Donc, le fait qu'il y a des fuites, on va voir, mais en face de nous, il y a des gens qui dirigent de l'autre côté, mais qui sont des Africains. Donc, il faut l'avouer. Donc, si on peut retenir ces compétences pour le développement de nos pays, le développement de notre continent, ça fera faire plus de bien pour notre continent. Et je finis par un point très important qui a une faible structure normative. Même si j'ai cité tout à l'heure 4 ou 5 pays phares qui ont fait des efforts en matière de la normalisation, qui essaient de se rapprocher de ce qui se passe dans les autres continents, qui par force d'émergence économique, ils ont pu se repositionner, ne serait-ce que par exigence contractuelle. Et là, il faut une grande refonte et une adhésion, je veux dire, des gouvernements, des États pour pousser, pour aider, pour supporter la structuration normative des différents pays africains. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien, M. Oumar, d'avoir relevé les défis, les obstacles au niveau de la recherche et développement et particulièrement dans le secteur de la métrologie en Afrique. Et je vois que c'est beaucoup apprécié par l'auditoire. Et cela m'amène à demander à M. Kanana, lui qui est au Mali, est-ce que particulièrement dans votre pays, il y a eu des avancées majeures dans l'amélioration de la qualité, la sécurité des produits et services grâce à la métrologie? Si oui, donnez des exemples de certains produits ou services qui ont été améliorés grâce à la métrologie. Alors, merci pour cette question. Oui, dans mon pays, plus précisément le Mali, il y a eu des avancées significatives, comme je l'ai eu à souligner mes précédents propos. Et il y a eu d'abord le renforcement de l'Agence malienne de la métrologie, tel que je l'avais dit. Il y a encore le développement d'un système de vérification des instruments de mesure, c'est-à-dire utilisés dans les stations-service. Et la quantité affichée est égale au volume réel délivré. Mais de façon générale, si je réponds à cette question en Afrique, il y a plusieurs API africains illustrant généralement l'impact positif de la méthodologie. Et je vais citer entre autres pour profiter de répondre la question de M. El Hadji Seydi qui avait posé la question par rapport à l'anticipation et quels sont les pays africains où la méthodologie était bien avancée. Et pour appuyer aussi mon co-panéliste, M. Omar. Au Rwanda, par exemple, nous constatons la mise en place d'un système méthodologique national
conforme aux normes internationales qui a permis d'améliorer la qualité du lait commercialisé tout en réduisant les post-collecte plus de 30%. Ça, c'est un. Et cela a protégé non seulement les éleveurs, mais aussi également les consommateurs tout en facilitant l'exportation régionale des produits laitiers. Je reviens à la société Escon en Afrique du Sud, dans le secteur énergétique. Une méthodologie avancée a permis d'améliorer une mesure des flux d'électricité, réduisant les pertes surtout et améliorant aussi la facturation. Cela a renforcé non seulement la confiance des clients, mais aussi a permis une meilleure gestion des ressources énergétiques. Également au Ghana, la méthodologie et la régulation méthodologique du carburant dans les stations-service qui a permis d'éradiquer les pratiques frauduleuses de distribution, qui a instauré également la confiance des usagers et en assurant une confiance loyale entre les opérateurs. Et pour finir, je viens au secteur pharmaceutique au Maroc et en Tunisie, et mon copanéliste est là, il peut le témoigner. La mise en place d'un système de méthodologie conforme aux normes OMS a permis non seulement aux laboratoires de protéger les consommateurs contre les dosages incorrects, mais aussi à l'exportation de leurs médicaments sur la chaîne internationale. Donc ça, c'était quelques éléments que je pouvais apporter. Alors, il y a eu des remarques par rapport à l'IA, des questions liées à l'IA. Je dirais que les initiatives sont encore limitées ici en Afrique, mais plusieurs résultats encourageants ont été quand même observés. Je reviens encore au Rwanda où il y a un lien entre la méthodologie et l'IA, il y a eu l'usage d'outils intelligents dans l'agriculture de précision qui a permis de mesurer non seulement l'humidité des sols, mais aussi piloter les irrigations. Au Ghana, l'exemple pratique de la méthodologie de température en fonction de l'IA, il y a eu l'implantation des capteurs intelligents couplés à l'IA qui ont, dans les unités de conservation des vaccins, qui ont permis de garantir le respect des chaînes de froid. Ça, c'est une application directe de la méthodologie de température. En Afrique du Sud également, des plateformes numériques utilisent l'IA pour contrôler à distance la conformité des balances commerciales dans les supermarchés. Ça, c'est un fait pratique qui est encore là. Alors, mais ce qu'il faut noter, l'IA représente une évolution silencieuse, mais puissante dans le domaine de la méthodologie ici en Afrique. Et toutefois, pour tirer pleinement profit, l'Afrique doit surmonter d'abord les défis liés à l'infrastructure, aux compétences humaines et aussi à la souveraineté numérique. Merci. Merci bien, M. Kanana. Les panélistes, je vous rassure qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des avancées, parce que depuis lors, vous avez pris des exemples, mais vous ne parlez pas de mon pays. Et je peux vous rassurer que la méthodologie a permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer la cherté de la vie. Aujourd'hui, dans certains supermarchés, on pèse la nourriture et tous ces équipements de pesée sont vérifiés et ça vous rassure de payer 1 kg de riz, de maîtriser votre consommation. Et aussi, les stations, comme vous l'avez dit, M. Kanana, sont aussi vérifiées à notre niveau et on arrive à payer juste la quantité qu'il faut. Donc, merci aussi de parler de la Côte d'Ivoire. Donc, sans plus tarder, je vais avec M. Ndiaye du Sénégal. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, on a cité vraiment les défis majeurs au niveau de l'Afrique. Et l'un des défis majeurs des Africains, c'est l'industrialisation. Nos pays ne sont pas beaucoup industrialisés et la méthodologie reste un pilier du contrôle qualité. Mais cependant, il y a des industriels qui pensent que la méthodologie est un coût pour l'industrie. Dans cette entreprise, quand tu parles de méthodologie, on voit ça comme un coût et souvent, on arrive même à lier ça à la maintenance. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ces industriels? Merci beaucoup, monsieur Ahmed, pour votre question. Donc, moi, je vais commencer juste à dire que donc, il est temps que nous, les métrologues, on doit conscientiser la population, les industriels et aussi pratiquement le monde entier. Pour moi, donc, il n'est pas possible de produire des composants compatibles d'un pays à un autre sans l'intervention de la métrologie. La compétitivité entre les composantes, que ce soit dans l'industrie automobile, aéronautique, agroalimentaire, électrique ou autre que je peux citer, repose sur des dimensions, des tolérances et des caractéristiques physiques externes extrêmement précises.
sans la métrologie, les composantes des produits dans un pays pourraient ne pas correspondre aux spécifications exigées dans d'autres pays. Et cela peut entraîner des erreurs d'assemblage et des dysfonctionnements ou même des risques pour la sécurité. Et je peux ajouter que aussi la métrologie permet de garantir la traçabilité et la conformité des produits, et ce qui est essentiel dans l'industrie où la qualité s'impose. Et je vais terminer sur la métrologie comme un investissement. Je pense que c'est un investissement initial, notamment pour les équipements. Je peux citer aussi la formation et les étalonnages. Mais c'est un coût stratégique qui est en rapport avec la réduction des pertes. De même que les moyens de rejet des produits, l'amélioration de la qualité, dont les meilleures compétitivités, nous pouvons dire aussi l'accès au marché étranger. Parce qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, on veut exploiter des produits qui ne respectent pas les exigences normatives au niveau national ou international, mais ces produits vont être rejetés une fois à l'extérieur. Du coup, avec l'oil and gas, moi j'ai eu la chance de travailler avec les entreprises qui sont en train de faire l'exploitation, mais ils comment dirais-je, ils ne travaillent pas sans un équipement étalonné ou vérifié. Tous les équipements qui sont sur les lignes de production font l'objet d'un suivi métrologique. Et d'ailleurs, ce qui était à saluer. Donc, au Sénégal, présentement, avec l'infrastructure de la qualité dont la métrologie fait partie de ces éléments, donc, ils sont en train de travailler avec l'accompagnement de la Banque mondiale et la PECSU du Sénégal, et aussi la division métrologie, et nous avons derrière notre association nationale de normalisation qui a reçu tout récemment son accréditation au niveau de SOAC pour pouvoir certifier les entreprises au système de management de qualité. Et vu que la métrologie est un pilier essentiel de la qualité comme la certification et la normalisation, aujourd'hui, les industriels, donc, ils sont obligés de respecter les exigences normatives en termes de mesures. Merci bien, M. India. Je vois que vous avez terminé par le mot qualité et cela va me ramener à M. Kanana. Pour lui, quels sont les secteurs d'activité en Afrique pour lesquels la métrologie pourrait aider à lever les principaux obstacles afin d'assurer la qualité des produits et services? Alors, les secteurs d'activité, la métrologie peut jouer un rôle crucial dans plusieurs secteurs d'activité ici en Afrique, pour lever surtout les obstacles liés à la qualité. Nous avons dans un premier temps dans le secteur agroalimentaire. C'est un domaine assez sensible ici en Afrique. Et elle va permettre de garantir la qualité sanitaire et les quantités justes, le respect des conditions de conservation surtout. Dans le secteur santé également et la pharmacie. Et elle va permettre d'assurer la précision des équipements médicaux et le dosage des médicaments. Dans le secteur énergétique, l'électricité et le carburant, alors elle va assurer des mesures précises dans la facturation et dans la distribution. Également dans le secteur environnemental, pour contrôler la pollution, l'émission de gaz et la qualité de l'air et de l'eau surtout. Dans le secteur commerce, industrie, pour rejoindre M. Ndiaye, il va éviter les litiges sur la quantité livrée, favoriser l'exportation également et se conformer surtout aux exigences techniques à l'international. Et pour finir, les secteurs mines et hydrocarbures, pour ne citer que cela, pour des normes exactes des transactions et des exportations. Elle va servir à cela. Alors, ces secteurs représentent toutes un potentiel énorme pour le développement économique à condition que la métrologie soit systématiquement intégrée dans les chaînes de valeur. Car nous devons comprendre que l'interchangeabilité, la compatibilité technique et la qualité dépendent toutes de tolérances dimensionnelles, de valeur électrique,
de valeurs thermiques, de valeurs mécaniques et j'en passe, etc. Alors, toutes ces grandeurs sont basées d'abord sur des mesures précises. Sans la méthodologie, il est quasi impossible, ou je dirais même impossible, d'assurer que deux pièces fabriquées à de milliers de kilomètres de distance s'ajusteront parfaitement. Donc ça, c'est quelques secteurs d'activité sur lesquels la méthodologie pourrait vraiment apporter son impact positif, tant sur le secteur économique, sur le secteur politique, etc. Merci. Puis à vous le merci. Comme on le constate, avec toutes ces recherches au niveau de l'Afrique, il y a une question qui se trouve toujours, particulièrement en Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, il n'y a pas de formation en doctorat dans le domaine de la météorologie. Certains secteurs comme la physique, la chimie forment des docteurs et on sait que qui parle de recherche, développement, parle de la formation. Donc aujourd'hui, je reviens à M. Ouma. La recherche a-t-elle permis est-ce que la recherche a permis de produire certaines normes, des fascicules spécifiques à certains produits développés en Afrique? Est-ce qu'on a vraiment des documents? M. Jean-Michel Bouguité, qu'on a dit tout à l'heure, a produit des normes fascicules qui sont utilisées par les industriels. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Vous qui êtes en Afrique, qu'est-ce que vous pensez de ces avancées en termes de développement et écrit en Afrique? Merci, M. Ouattara, pour cette question. La réponse est tout court, oui. Il y en a des avancées, il y en a des efforts et des recherches météorologiques dans notre continent africain, donc dans le domaine de météorologie. Donc, plusieurs avancées importantes ont été notées, réalisées. Donc, il y a des exemples de normes météorologiques nationales, régionales. Tout à l'heure, j'ai déjà anticipé peut-être et implicitement et répondre à cette question. Donc, il y a la création de l'Institut national de météorologie. J'ai cité l'exemple du Sénégal, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, sans oublier le Côte d'Ivoire, bien évidemment. Donc, ils ont élaboré certaines normes nationales adaptées par rapport aux réalités du pays, adaptées par rapport aux besoins du pays, adaptées par rapport aux exigences légales du pays. Donc, autrement dit, c'est la réalité locale qui était adaptée en s'inspirant des normes internationales, notamment l'Europe. Donc, quand je dis international, ISO, il y a l'OMS ou IML, etc. Il y a la création aussi de l'Agence régionale de météorologie, AFRIMET, donc qui coordonne les efforts et essaie d'harmoniser à l'échelle africaine la notion de la météorologie. Il y a plusieurs fascicules techniques pour l'étalonnage des instruments spécifiques, des guides qui ont été publiés tout à l'heure, j'ai entendu dire des différents secteurs, je ne vais pas, pour ne pas répéter, tomber dans la répétition, et je parlerai mieux rapidement de certains outils, des balances médicales, à travers des mesures plus précises, l'industrie locale adaptée au contexte du pays, adaptée à l'industrialisation, la science des capteurs, l'étalonnage des capteurs, notamment quand on est dans les mines, quand on est dans le oil, gaz, aussi dans l'eau. Il y a des exigences aussi environnementales qui ont permis d'adapter certaines lois. Encore une fois, je dis certaines lois, pourquoi? Parce que ça reste en fonction des accords de chaque pays. Donc, des normes pour l'utilisation de certains instruments, notamment dans le secteur médical. Donc, il y en a beaucoup, sans oublier l'Agence africaine de météorologie sanitaire. Donc, il y a des avancées, il y a des efforts qui ont été faits, il y a des documents qui ont été publiés, techniques sur la météorologie énergétique. Il y a des normes concernant, par exemple, la consommation énergétique dans les compteurs des ménages et aussi des industries. Donc, il y a des efforts, il y a des adaptations, mais qui restent timides, sans oublier que ces adaptations émanent des normes qui sont déjà existantes, c'est déjà bien, mais il faut encore encourager ces adaptations, ces recherches météorologiques qui ont leur importance et qui ont leur impact direct, que ce soit sur la logique quand on est B2C ou B2B, quand on est vis-à-vis des citoyens qui réclament une consommation d'une facture énergétique ou qui réclament un poids sur un produit à travers des associations de protection des consommateurs, etc. Ou bien dans une logique un peu plus grandiose, on parle B2B, on parle entre pays, entre entreprises dans le même pays ou intercontinent, interpays. Donc, pourquoi? Tout simplement, je reviens à ce que dit mon collègue tout à l'heure, on parle de la qualité. Tout ça, c'est pour essayer de standardiser et de trouver la qualité souhaitée et de produire la qualité souhaitée par le client.
Aussi pour la qualité, comment on va venir cette qualité, fameuse qualité recherchée, d'abord la fiabilité. S'il n'y a pas de fiabilité, ben, on ne peut pas parler de cette qualité. Et aussi, garantir la traçabilité. Donc, mes collègues n'ont pas manqué de signaler cela, la traçabilité de mesures dans les différents secteurs. Et cette traçabilité, vous avez soit d'ordre important, d'ordre santé, d'ordre sécurité. Quand je dis sécurité, que ce soit sanitaire, des personnes aussi industrielles. Quand vous produisez et que vous n'avez pas de traçabilité, vous n'avez pas des normes, des standards qui vont maîtriser la traçabilité de la mesure dans telle industrie, que ce soit du pétrole, que ce soit de l'automobile ou autre, ben, vous ratez l'événement. Donc, tout cela, il va permettre, comme ce que j'ai dit, ces fascicules, cette réglementation, ces efforts de normalisation vous permettre l'intégration de nos produits africains dans le panel mondial. On ne va pas rester, on va passer du pays, déjà quand on est uniquement payé, on va passer au continent et encore, la grande ambition, c'est de passer à l'échelle, à l'extérieur du continent, c'est-à-dire d'aller envahir les autres pays avec nos produits, avec notre performance reconnue grâce à cette fonction métrologique qui va, Inch'Allah, aller vers l'excellence souhaitée. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Merci beaucoup. Oui, M. Oumar, et je reste avec vous puisque nous tendons à la fin de ce panel. Et en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'impact de la recherche et développement en Afrique? Alors, en résumé, en conclusion, en quelques mots, la métrologie est un levier stratégique, hein, comme ce que j'ai déjà signalé au début de cette conférence, pour la recherche et développement efficace. En absence de recherche-développement, de métrologie, pardon, il n'y a pas de recherche-développement. Donc, pourquoi? Parce que, encore une fois, la métrologie va garantir la fiabilité, la rapidité et la reconnaissance mondiale. Donc, sans métrologie, pas de recherche crédible, pas d'innovation durable, pas d'accélération technologique. Encore une fois, cette métrologie, il faut faire attention. Tout à l'heure, on a parlé de l'IA, on a beaucoup parlé de l'IA. Entre l'IA et la métrologie, il y a une relation. Il y a une relation dans les deux sens. L'IA ou la personne qui va faire l'IA, il a besoin du métrologue. Pourquoi? Parce qu'en absence d'informations précises, fiables, le monsieur qui va faire concevoir un projet ou un processus pour produire des données à travers l'IA, ben, données erronées, ça veut dire IA erronée, décision erronée. La question qui se pose, pour résumer aussi, c'est que cette IA, hein, qui n'est qu'un processus de production, de modélisation, donc la question qui se pose, comment on va fiabiliser cette IA? Donc, on aura besoin de la métrologie pour trouver le processus à étalonner, j'ose dire, l'IA pour donner des données fiables, et ça va donner plus de confiance, hein. Tout ce processus qu'on vient de dire à travers le recherche et développement va donner des confiances ou bien la confiance aux différents partenaires et par conséquent, ça va se répercuter sur le développement durable de notre cher continent africain. Je vous remercie et c'est un mot à dire par rapport à la conclusion. Merci bien, M. Oumar. Je rappelle que vous êtes expert en métrologie qualité et vous résidez au Maroc. Merci. Et j'aimerais demander le mot de fin de M. Kanana sur l'amélioration de la qualité et la sécurité des produits et services en Afrique. Alors, pour conclure ou en guise des mots de clôture, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits et services en Afrique passe inévitablement par un développement structuré et stratégique de la métrologie. Les résultats déjà obtenus dans certains pays en Afrique montrent que lorsqu'elle est bien intégrée, la métrologie devient un véritable levier de compétitivité, de protection des populations, de développement durable surtout. Alors, cependant, les défis restent toujours quand même nombreux et exigent une mobilisation collective des gouvernements, des acteurs économiques, et des institutions techniques et des partenaires internationaux. C'est seulement qu'à ce prix que l'Afrique pourra construire un système de mesures fiables qui sera garant d'une meilleure qualité de vie pour ses citoyens, mais aussi d'un meilleur positionnement sur la chaîne économique mondiale. Merci. Merci bien, M. Kanana. Je rappelle aussi que vous êtes météorologue résident au Mali. Et j'aimerais prendre le mot de fin de M. Ndiaye, mais d'abord avec une question. Suivant l'actualité, nous avons vu un immeuble s'écrouler
en plein Dakar. Et c'est vrai que ce n'est pas lié à la météorologie, mais c'est juste de savoir, est-ce que la météorologie aujourd'hui est importante dans l'immobilier, dans la construction, et ensuite vous donnez votre mot de fin. Votre question, je ne vous ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Oui, M. Ndiaye, je rappelais que tout récemment dans l'actualité, nous avons vu un immeuble s'écrouler en plein Dakar. Et c'est vrai que ce n'est pas lié à la météorologie, mais la question, c'est de savoir comment la météorologie intervient dans le domaine immobilier, dans la construction, et ensuite vous donnez votre mot de fin. D'accord. Au niveau de la construction du bâtiment, des travaux publics, bon, je pense que présentement au Sénégal, ils sont en avance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un laboratoire national du nom de LNR qui est un laboratoire de référence sur les bâtiments et les travaux publics. Donc, ils ont un laboratoire qui est présentement en cours d'accréditation. Donc, et le responsable météorologue, c'est un ressortissant du CREFSEM. Donc, et je lui salue de passage. Et aussi par rapport à, comment dirais-je, les contrôles pré-emballage avec la division métrologie sur les contrôles des fers à béton. Donc, nous sommes très avancés sur cela. Et le directeur général, l'ex-directeur général Mouché Sarr, enseignant du CREFSEM, donc je lui salue de passage, il est ici présent. Vraiment, cet avancement sur les contrôles pré-emballage sur le domaine du BTP, et c'est dû à ses premières pas. Donc, on vous dit un grand merci. Et aussi, comment dirais-je, l'arrivée de notre laboratoire national qui travaille sur les bâtiments et les travaux publics. Et mes mots de fin, donc, je vais juste dire un merci à tout le monde et aussi aux participants. Et en résumé, pour la métrologie, je pense qu'il est bien plus qu'une simple science de la mesure. Elle est au cœur de l'efficacité, de la compétitivité et de la sécurité du commerce international. Parce que c'est la métrologie qui permet aujourd'hui de surmonter les barrières techniques, d'assurer la conformité des produits aux normes internationales et d'éviter les risques associés aux erreurs de mesure. Je vous remercie. Merci bien, M. Ndiaye. Merci pour cette belle présentation. Je rappelle que j'étais accompagné de M. Ndiaye Ibrahima, qui est ingénieur en QHSE, météorologue, instrumentiste. Il est physicien en mesure physique. Il est directeur général de Métrosylab, qui est une entreprise spécialisée en météorologie au Sénégal. Aussi, on était accompagné de M. Kanana Dumbo, qui est ingénieur en génie des systèmes électriques et électroniques, instrumentiste, météorologue. Il est manager QHSE. Il est responsable des opérations et chargé d'affaires à partir d'ECO SA originaire du Mali. Et enfin, on était avec M. Oumar Akouka, expert organisation industrielle en lean management, QHSE, météorologue, président d'Eming Training Center, qui est un cabinet spécialisé en système qualité et il est originaire du Maroc. Je vous remercie pour d'avoir accepté de partager vos expériences, vos connaissances avec l'auditoire, ainsi pour faire notre panel. Merci à tous et bonne suite du programme. Nous pouvons maintenant passer aux questions. Merci. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou les poser dans le chat directement. Ensuite, vous pouvez intervenir. D'accord, il y a David Kawa qui a une question. Oui, David Kawa. Kawanda, excusez pour avoir écorché le nom. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation très enrichissante. Moi, je voudrais juste que nous puissions réfléchir ensemble en dehors du fait que nous voulons que notre continent, nos pays en particulier et notre continent en général puissent bénéficier de ce que la météorologie peut apporter. Mais j'ai toujours réfléchi dans le sens de dire que nous pouvons bien démontrer l'impact de la météorologie à tout niveau.
Mais il y a un grand travail, je pense, qui revient au niveau de nos institutions gouvernementales, qui devraient aussi comprendre la place de ces métiers pour que cela soit facile à implémenter à tous les niveaux. Parce que quand vous regardez dans la norme ISO 10012, le système de management de la mesure, au niveau des entreprises, il est question de pouvoir que la direction puisse initier la métrologie dans son entité, justement pour faciliter la mise en œuvre. Et cela passe par la compréhension que le top management a de la métrologie au sein de l'entreprise. Tant que dans nos pays, tant que dans notre continent, les gens ne seront pas suffisamment informés, ne seront pas suffisamment en face des avantages de la métrologie, je pense que nous allons toujours connaître des problèmes. Parce que déjà au niveau des entreprises, pour ceux qui sont dans les industries, c'est ce que nous voyons. Tant que tu ne démontres pas ce que la métrologie peut apporter, c'est très difficile. Hein? On te confond avec des mécaniciens, avec des électriciens. Donc, d'une manière globale, c'est une réflexion que je partage avec tous. Et je pense que chacun de nous peut aussi émettre son point de vue. Mais je crois que cela doit passer par une implication de tous, à tous les niveaux, pour que cela soit facile également pour les restes. Mais aussi, pour finir, en tant que métrologue, il y a cette partie de l'éthique humaine qui doit vraiment être très, très forte. Par éthique, je fais allusion à toutes les pratiques qui ne contribuent pas à la, comment dirais-je, à l'honnêteté, en fait, dans ces métiers de métrologue. Quand on n'est pas honnête avec ces métiers de métrologie, on ne fait absolument rien, en fait. Donc, l'éthique de l'ingénieur métrologue doit vraiment être ancrée dans son esprit et aussi l'implication de tous les gouvernants, si je peux le dire, dans chaque pays pour que ces métiers puissent aller de l'avant et connaître une expansion totale. Merci. Merci. C'est bien dit. Mandat pour votre contribution et je pense que nous avons pris note et chacun fera son effort pour contribuer à cela. Et il y a M. Souleymane Diop qui aussi voudrait intervenir. M. Souleymane Diop. Son micro. D'accord. Monsieur Souleymane, votre micro est coupé si vous nous entendez. Vous pouvez l'activer. D'accord. En attendant qu'il l'active, on va passer à monsieur Biram Ndao. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis sénégalais, résident en France. Actuellement, je suis en stage en météorologie chez Eurofrance. Bon, ma question, c'est est-ce que dans nos pays africains, est-ce que la météorologie légale est vraiment en avance? Parce que depuis tout à l'heure, j'entends la traçabilité, la qualité, mais la météorologie aussi, est-ce que ça n'intervient pas dans le domaine des risques? Parce qu'au Sénégal, on fait l'extraction du gaz et qui connaît le gaz, il y a d'énormes dangers dans la conduite parce que les pressions, ça monte tellement vite et donc du coup, il faut des mesures vraiment précises pour vraiment pour contenir le gaz, pour ne pas qu'il y ait des fuites dans les conduites. Est-ce qu'il y a vraiment de la météorologie légale dans nos pays africains? Voilà, merci. C'était ma question. Merci bien, M. Ndao. Je pense que M. Ndiaye pourra vous répondre, vu que lui-même est sénégalais et sera le mieux placé. M. Ndiaye. M. Ndiaye Ibrahima. Je suis là, donc j'avais un petit souci de connexion. Donc, il a demandé quoi concernant la météorologie au Sénégal? Il demande l'avancée de la météorologie légale au niveau du Sénégal. L'avancée de la météorologie légale, parce que bon, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, par rapport à la météorologie légale, et le Sénégal fait partie des pionniers,
et aussi avec, je l'avais dit tantôt, avec, comment dirais-je, les premières pages de M. Sarr, qui était à la tête de la division métrologie. Présentement, au Sénégal, tout ce qui est produit préemballé, comment dirais-je, la métrologie légale gère. Et aussi tout ce qui est, comment dirais-je, instruments de mesure qui participent sur les transactions commerciales aussi. La division métrologie du Sénégal ils font la vérification. De même que, comment dirais-je, présentement, avec le ONN Gaz, ils sont en train de travailler sur les comptages du pétrole et du gaz. La vérification des compteurs d'eau et des compteurs d'électricité et les stations, voilà, tout est géré par la métrologie légale du Sénégal. Je pense que présentement au Sénégal, nous sommes en avance sur la métrologie légale. Merci bien, M. Ndiaye, pour cette belle contribution. Et je tenais aussi à compléter qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un ministère qui s'occupe de la métrologie légale. Et aussi, il y a des contrôles qui sont réalisés afin de lutter contre la vie chère. Et chaque année, il y a des campagnes de métrologie qui sont réalisées, il y a des contrôles qui sont réalisés. Mais ça reste toujours à améliorer. Donc, c'est pour dire que la métrologie légale existe au sein de nos contrées. Et je reviens à M. Souleymane Diop, s'il est avec nous. Oui, bonjour, vous m'entendez, j'espère. Oui, on vous entend maintenant. D'accord, parfait, merci beaucoup. Contribution, question. D'accord, c'est juste une petite. Il y a les deux à la fois. Pour la contribution, je pense que la métrologie en Afrique n'est pas très en avance par rapport ici en France. Et si je prends un exemple, si je fais des remarques, c'est par rapport au Maroc où, par exemple, il y a des formations de la métrologie et en plus, une vraie avancée de la métrologie. C'est ce qui permet même des entreprises qui se trouvent ici en France qui vont se délocaliser la majeure partie de leur travail au Maroc. Et si je prends par exemple l'exemple du Sénégal, comme M. Ibrahim l'a dit, il y a des recherches, mais je ne vois pas une formation qui est dédiée à la métrologie. Je ne sais pas si ça existe ou pas parce que j'avais fait des recherches, mais il n'y en a pas. Et ça, c'était ma contribution, en plus une petite question. Et aussi, par exemple, ici, sur la formation de la métrologie, il y a un manque. Et aussi, par exemple, moi qui ai fait ici une formation de la métrologie, management des systèmes et gestion de contrôle, là, je demande si, par exemple, il y a des postes qui sont disponibles parce que là, j'ai fait la métrologie, je suis un ingénieur en métrologie et là, je deviens un enseignant dans un lycée. Ce qui veut dire que certes, il y a des postes qui sont en Afrique où, par exemple, j'ai commencé à chercher, mais je ne sais pas si les postes sont ouverts ou pas. Voilà, c'était ça une question et en plus accompagné d'une contribution. Merci beaucoup. Bon, je vais juste. Monsieur Souleymane. Oui. Je vais juste l'aider par rapport à la question qu'il a posée sur la formation au Sénégal. Bien sûr, présentement au Sénégal, il y a l'Institut des métiers de l'environnement et de la métrologie du professeur Adam Tidjani, donc qui avait un DUT en mesure physique. Présentement, il a une licence professionnelle en métrologie. Et aussi, il y a un autre, comment dirais-je, université privée aussi, qui a mis récemment une licence en qualité et métrologie. Et au niveau de l'université Cheikh Anta Diop aussi, il y a aussi une autre licence en instrumentation et métrologie. Présentement, la formation commence vraiment les acteurs commencent à s'intéresser sur la formation, sur la métrologie. Merci bien, M. Ndiaye, pour la question. M. Saliou, aujourd'hui, les sont motivés. Je salue ça. Monsieur Saïdou, on vous laisse la parole. Apparemment, il ne nous entend pas. Il y a des questions dans le chat aussi. Bonjour. Oui, bonjour, vous pouvez parler. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Oui, bonjour tout le monde. Et je vous remercie pour cette initiative qui est
est très instructive et aussi très, très, très éducative. Il y a pas mal d'informations qui sont sorties de ce panel. Donc, je vous remercie tout le monde. J'ai juste une contribution concernant la méthodologie ici au Sénégal parce que actuellement, je suis étudiant en master analyse physico-chimique et management de la qualité des produits de santé et des aliments. Mais dans cette formation, on fait de la méthodologie. Comme l'a dit mon collègue récemment, ici, au Sénégal, on note une avancée par rapport à cette discipline de la méthodologie, mais pas tellement. Peut-être ici, d'ici dans les années à venir, il y aura une nette amélioration. Et c'est la raison pour laquelle, dans les instances comme, par exemple, dans la médecine, dans les laboratoires d'essais et d'analyse biomédicale, il n'y a pas une nette application de la méthodologie parce que je pense bien que c'est une méconnaissance du discipline qui fait cela. Et aussi, c'était ça ma contribution, mais je voulais juste avoir, si M. Ndiaye m'entend, je voulais juste avoir son contact pour après, pour plus d'informations dans ce domaine. Merci beaucoup. D'accord, merci bien, M. Salioussa. Ndia, je pense que tu as pris belle note. Il veut ton contact pour plus d'informations. Donc, merci pour votre contribution. Et le temps imparti tend à sa fin. Il y a des questions qui sont dans le chat que je vais essayer de lire. M. El Aksedi qui demande s'il y a des comparaisons interlaboratoires qui sont organisées au niveau local ou régional. L'un des panélistes peut nous répondre. Je peux répondre à cette Monsieur question. Katana. Oui, Monsieur Bégan, merci. OK. Donc, c'est pour répondre oui. Il y a des campagnes d'intercomparaison qui se font dans diverses grandeurs. Je pense en 2024, il y a eu une campagne de comparaison interlaboratoire dans 3 grandeurs. Je pense dans la grandeur masse, température et pression qui a couvert les pays de l'UEMOA. Non, je pense les pays de la CEDEAO qui a couvert toute la région de la CEDEAO. Donc, les laboratoires qui étaient au niveau exigé ont participé à cette campagne d'intercomparaison. Donc, il y avait 2 laboratoires au Sénégal, il y avait la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Niger, le Mali et beaucoup d'autres pays, même les pays anglophones. Donc, il y a cette campagne-là. Et cette année, il y a une campagne qui est en cours dans la grandeur masse au niveau des pays de l'UEMOA. Donc, ces campagnes d'intercomparaison se font régulièrement. Donc, c'est l'élément de réponse que j'ai apporté. Merci bien, M. Béga. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. On tend vraiment vers la fin. Il y a beaucoup de choses importantes. Il y a une question, dernière question. M. Kablan Bouko qui demande, sachant que l'investissement dans le système national de la métrologie est quasiment la charge des États et le faible taux d'industrialisation ne justifie-t-elle pas la lenteur dans leurs priorités vis-à-vis de la métrologie en Afrique? M. Bégan, vous pouvez répondre en même temps à cette question. Je n'ai pas bien cerné la question. Il fait un constat. Pour lui, l'investissement dans le système national de la métrologie est quasiment la charge des États. Et le faible taux d'industrialisation ne justifie-t-elle pas la lenteur dans leurs priorités vis-à-vis de la métrologie en Afrique?
En reformulation, c'est comme si le fait que nos pays ne soient pas industrialisés amène l'État à ne pas investir dans la métrologie. OK. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que la métrologie est divisée en 3 domaines. Il y a la métrologie scientifique, la métrologie industrielle et la métrologie légale. Et lorsque je prends la métrologie légale, nous constatons, si je veux prendre cet aspect-là, par exemple, c'est le manque d'informations et la méconnaissance de l'apport de la métrologie légale aux politiques publiques qui fait que certains pays sont encore en arrière. Et quand je prends l'autre domaine, la métrologie industrielle, effectivement, le faible taux d'industrialisation de nos pays participe à ce non-développement de la métrologie parce que les clients sont les industriels. Et il faut noter que l'investissement dans la métrologie industrielle coûte vraiment cher. Donc, s'il n'y a pas un retour, il n'y a pas l'assurance de retour sur investissement, c'est difficile que ce soit l'État, que ce soit le privé, d'investir dans ce domaine. Également, au niveau de la métrologie scientifique, c'est quasi total hein, pour tous les pays. On constate qu'il n'y a pas vraiment un engouement pour la recherche parce que la recherche de nature hein, n'est pas tout de suite rentable. Donc, ce qui freine l'évolution de la métrologie dans ce domaine. Mais je tiens à noter qu'en ce qui concerne la métrologie légale, nos États ont l'obligation d'investir dedans parce que ça participe au développement socio-économique et à la sécurité de la population. Donc, il faut, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que les métrologues doivent accentuer la sensibilisation, surtout au niveau de nos décideurs, encourager l'industrialisation de nos pays pour que la métrologie vraiment prenne de l'essor. Merci beaucoup. Merci bien, M. Bégan. Merci à tous. Je pense qu'on tend à la fin de ce deuxième panel, dont je rappelle le thème qui portait sur l'impact de la métrologie en Afrique, résultats et défis. Merci et je vais passer la parole à Mme Josette pour la conclusion générale. Merci, M. Ouattara, et merci à tous. Donc, je rappelle que le thème 1, c'était le rôle de la métrologie dans le passé, le présent et le futur. Et le thème 2, donc, c'est celui qu'on vient d'aborder. Les intervenants et moi, nous vous remercions déjà d'avoir participé. Et donc, à titre de rappel, pour le panel 1, nous avons eu comme intervenant M. Philbert Bégon, M. Mamadou Ibragom, du Sénégal, M. Philbert Bégon du Bénin, M. Varnel Prince Nyombi de la République du Congo. Et pour le panel 2, donc, nous avons eu M. Ibrahima Diaye depuis le Sénégal, M. Omar Yat Ouaka depuis le Maroc et M. Kanana Doumbou depuis le Mali. Donc, nous vous remercions vraiment d'avoir pu participer à ces deux panels. Nous avons compris que c'était vraiment très enrichissant. Donc, je rappelle tout simplement que ces deux panels sont rendus possibles grâce aux organisateurs et nos partenaires. Donc, j'ai cité Métrologie pour tous
Métrosyllab et l'Association des métrologues du CREFSEN. Donc, Métrologie pour tous, c'est une plateforme en ligne qui a pour but de promouvoir la métrologie. Métrosyllab, c'est un laboratoire de métrologie de contrôle et d'inspection. Et l'Association des métrologues du CREFSEN depuis la Côte d'Ivoire, qui a pour mission de faciliter l'insertion des diplômés depuis le pays. Donc, je vous remercie à tous. Je pense que les intervenants, si vous avez des mots à dire de fin et si vous n'avez rien à dire, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Merci beaucoup. Alors, vivement pour les prochaines éditions. Sophie, merci. Effectivement, pour les prochaines éditions, n'hésitez pas à rester connectés sur nos différentes plateformes. Nous sommes présents donc, sur LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp et également YouTube. Donc, à savoir que les deux panels seront disponibles très prochainement sur YouTube et ceux qui n'ont pas pu suivre, par exemple, le panel 1 pourraient resuivre ce panel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à rester connectés pour les prochains événements. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci et bon week-end. Merci, bon week-end. Merci, M. Ouattara. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci.